avance. Voilà, donc à part ça, comme vous... Et le premier d'entre eux, c'est un peu l'architecte, comment dire, privilégié du propriétaire des lieux. C'est l'architecte japonais, je pense que vous le connaissez, Tadao Ando, qui est donc qui a été un peu à la manœuvre pour l'aménagement d'abord du centre d'art lui-même et d'autres réalisations à l'intérieur du domaine. Tadao Ando, il est aussi l'architecte privilégié par François Pinault. Je vous dis en passant, si vous allez à Paris, de ces quatre, n'oubliez pas d'aller voir la fondation Pinault au Halles, dans l'ancienne bourse de commerce qui a été transformée et aménagée pour recevoir une partie des collections et des expositions. En ce moment, il y a une exposition Arte Povera, en particulier dans ce centre-là. Donc Tadao Ando est vraiment un architecte qui a été accueilli à bras ouverts en France et qui a trouvé des maîtres d'ouvrage privilégiés comme ces deux-là. Alors, on est accueilli donc à l'entrée par ce gate, l'entrée évidemment, la porte, qui vous accueille et qui déjà donne, vous voyez, un indice assez significatif du type d'architecture que propose Tadao Ando, avec l'utilisation en particulier privilégiée du béton, mais un béton très, très finement réalisé, avec une couleur qui est la plupart du temps dans ces grilles très, très retenues, vous voyez, qui s'inscrivent très très bien dans le paysage et qui forment un contraste tout à fait significatif, suggestif, entre la végétation qui l'entoure et les éléments géométriques. Alors nous arrivons, quand on arrive, en général on arrive en voiture évidemment, et on est accueilli ici, on se gare là-dessous, vous voyez, un parking d'accueil là, et puis vous cheminez à pied pour rentrer vers cette allée-là où vous accueille de nouveau, vous voyez, une grande lame de béton qui répond au gate, à l'entrée que vous venez de franchir en voiture. Et vous voyez aussi que le centre d'art repose aussi en partie sur un bassin, si on veut, une grande lame d'eau, vous voyez, plutôt de quelques dizaines de centimètres simplement de profondeur, qui contribue beaucoup à mettre en valeur les formes du centre d'art. Voilà, le centre d'art tel qu'on le voit lorsqu'on marche à pied, qu'on se dirige vers l'entrée. Donc on suit cette allée ici. On est en quelque sorte guidé par la lame de béton qui vous indique la direction à suivre. Et on se dirige vers ce bâtiment bas, vous voyez, qui est tout à fait modeste dans ses dimensions, mais qui est très, très sophistiqué, très raffiné dans ses proportions et dans ses formes, et son jeu avec la lumière. Voilà en particulier pour illustrer le travail de Tadao Ando, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup avec la lumière naturelle, qui souvent crée des ouvertures très, très, très intéressantes, soit sur le paysage, soit sur le ciel, qui contribuent beaucoup à donner à son architecture, vous voyez, une âme et une présence dans le paysage. Donc ça, c'est l'entrée même du centre d'art. Et vous remarquez, par exemple, cette photo, comment, de manière un peu symbolique, l'architecture l'architecture elle-même, peu à peu se confond avec le paysage, vous voyez, avec ce prolongement de la colonnade du centre d'accueil jusque dans les vignes elles-mêmes, une manière de montrer, symboliser en quelque sorte matériellement le mariage entre la viticulture et l'art qu'a voulu le maître d'ouvrage. Voilà. Alors voilà, justement, la lame d'eau, vous voyez, que vous bordez en rentrant, et vous reconnaissez tous sans doute une des sculptures très connues de Louise Bourgeois, qui a beaucoup parsemé dans le monde ces grandes araignées qui, à ses yeux, symbolisent sa mère en particulier. C'est une référence à sa mère, et au-delà de sa mère, un petit peu le combat, l'obstination, le travail des femmes
dans le monde et qui donc a été souvent, comment dire, récupérée, entre guillemets, je veux dire, par le mouvement féministe, hein, qui voit en elle vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé à réhabiliter la place et l'image de la femme. Alors c'est une sculpture en bronze, vous voyez de plus près, un bronze qui a été travaillé pour figurer en quelque sorte les membres, les pattes de l'araignée, mais qui néanmoins, on sent quand même une certaine force, une certaine lourdeur, hein, dans le corps même de l'araignée. Et vous voyez comment ces pattes de bronze se prolongent dans le bassin par des fines pattes d'acier qui font que finalement l'ensemble du corps de l'araignée semble flotter littéralement au-dessus du bassin, ce qui donne vraiment des reflets, bon, tout à fait intéressant. Voilà maintenant de plus près ce centre d'art où figurent un certain nombre d'œuvres d'art comme celle qu'on vient de voir, donc qui entourent tout près le bâti lui-même. Donc vous voyez ici sur l'autre côté par rapport à l'œuvre de Louise Bourgeois, une œuvre d'Alexandre Calder qui date de 1976, ce qui veut dire que le propriétaire l'avait déjà acheté avant d'aménager ce domaine. Ce sont des œuvres qui préexistaient avant que le domaine soit situé. Ceci pour que la plupart du temps, je dirais à 95%, les œuvres que l'on voit sont des œuvres qui ont été créées pour ce domaine et uniquement pour lui. Que ce soit bien sûr les œuvres architecturales, par nature elles ont été construites sur place, donc, mais elles ont été conçues également en fonction du paysage, et donc on pourrait dire que ce sont des œuvres in situ, hein, qui ne pourraient être que là et non pas ailleurs. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre donc, de sculptures ou de réalisations qui évidemment s'inscrivent étroitement dans le paysage. Donc globalement, on pourrait dire que l'esprit des lieux, c'est que les œuvres ont été créées en fonction du lieu même, et du domaine viticole. Voilà de plus près l'œuvre de Calder, qui est animée par un mouvement très lent. Vous voyez, il y a à la fois le mouvement, on pourrait dire, mécanique, engendré par la pièce elle-même, et en même temps par les légères ondulations du bassin qui font que ça provoque des petits mouvements de cette pièce, vous voyez, qui paraît immobile au départ. Si on regarde d'un moment, on s'aperçoit qu'elle est animée de légers mouvements. Alors c'est pas du tout un mobile classique de Calder, vous voyez, qui bouge avec le vent et qui est très mobile. C'est beaucoup moins mobile, mais néanmoins ça bouge. Et puis on a une autre pièce ici, qui est une pièce d'un japonais qui s'appelle, vous voyez, Hiroshi Sugimoto, qui est un artiste, on pourrait dire, multicarte, à la fois sculpteur, mais aussi photographe, enfin bref, il manie plusieurs domaines. Ici, il nous a donc créé cette pièce absolument étonnante, très belle, qui s'appelle, vous voyez, c'est un nom un peu compliqué, hein, Infinity Mathematical Model 012 Surface of Revolution. Bon, il s'agit en fait de représenter une pièce qui est censée faire référence à la notion d'infini et des formules mathématiques qui permettent d'imaginer ce qu'est l'infini. Mais vous voyez comment elle est superbement posée à l'angle formé par les deux corps de bâtiment du centre d'accueil, du centre d'art, et lui aussi posé sur le miroir d'eau, ce qui fait qu'on a des reflets tout à fait étonnants en fonction évidemment du ciel et de la lumière qui se diffuse dans le paysage. Au passage, vous remarquez ici qu'il y a un restaurant gastronomique ici, un peu haut de gamme, hein, qui permet de jouir de ce centre d'art et des perspectives qu'il offre tout autour. Oui, je le répéterai peut-être tout à l'heure, mais ce domaine est aussi tout à fait dans la tendance générale qu'on observe aujourd'hui du développement du tourisme qui est à cheval sur la culture, l'art, la gastronomie et l'œnologie. Vous voyez,
Alors souvent, il y a dans le Médoc, bon, du coup, ça a commencé dans le Médoc, dans le Bordelais, ça s'est étendu en Bourgogne, en Champagne, en Espagne évidemment, qui ne manque jamais une occasion de développer ces aspects nouveaux du tourisme, comme dans la Rioja par exemple, qui est un des vignobles les plus connus. Donc, il y a un mouvement général comme ça, en Californie, notamment chez Coppola, qui est un grand propriétaire d'un domaine dans la Napa Valley. Donc il y a comme ça dans le monde entier un mouvement général qui essaie de créer un tourisme de type haut de gamme, on va dire, destiné à une clientèle fortunée ou au moins assez aisée, et qui donc est un mariage entre l'art, la viticulture, enfin, les grands vins et la gastronomie. Et ça marche, puisque dans ce domaine, outre les tables qui sont là à demeure, il y a donc au moins 3 restaurants actuellement, de différentes catégories. Et puis il y a eu une premier ensemble hôtelier qui a été bâti dans le haut du domaine pour jouir un peu du paysage justement, qui déjà se situait dans le haut de gamme hôtelier et vient d'ouvrir. Moi je ne l'ai pas vu parce que j'ai visité ce domaine il y a plusieurs années et donc je n'ai pas vu les derniers développements, mais j'ai lu que venait d'ouvrir un nouvel établissement hôtelier qui lui se situe carrément dans la catégorie palace. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est vraiment du très haut de gamme qui est recherché à ce niveau-là. Alors voilà un exemple de ces sculptures ou de ces constructions qui sont à mi-chemin entre sculpture et architecture, de grande taille en tout cas, d'un artiste donc, qui est d'origine irlandaise, comme son nom l'indique, Sean Scully, box full of air, c'est-à-dire des boîtes pleines d'air. Évidemment, c'est un assemblage, vous voyez, de structures métalliques, traitées de manière à offrir une couleur un peu particulière, qui est proche de ce qu'on appelle l'acier Corten, et qui donc occupe un espace. Et à l'origine, c'est une pièce qui était transportable. Elle a été montrée ailleurs. J'ai vu en me documentant qu'elle a été montée au Mexique, à Monterrey par exemple, et puis aux États-Unis, je crois aussi. Enfin, elle a voyagé un certain nombre de fois, et puis il semble qu'elles aient été achetées et fixées définitivement dans le domaine. Geneviève, toi qui es passée, je crois, quelques années après moi, est-ce que tu l'as vue ou est-ce qu'elle avait déménagé? Elle n'était pas. Moi, personnellement, je n'ai visité le domaine qu'il y a maintenant 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Donc, les images que je vous montre, c'est des images que j'ai prises à ce moment-là, plus celles que tu m'as passées, mais donc, je n'ai pas de photos plus récentes. Les photos récentes, je les ai pêchées sur Internet, quoi. Voilà. Excusez-moi. Alors, voilà, une de ces pièces. Alors, il y avait donc, à l'époque où je l'ai visité, il y avait cette pièce-là qui était près du centre d'art, et qu'on pouvait considérer comme une des pièces faisant partie de ce centre d'art. Et un peu plus loin, au cours de la balade, du même artiste, une autre artiste, je les ai rapprochés parce que vous voyez que autant l'autre est faite de vide, on pourrait dire, autant celle-là est faite de plein. Donc il s'agit de pièces de très grande taille, puisque ici, on a des pierres qui ont été taillées dans une carrière du Portugal pour leur couleur, dans la gamme soit des gris, des bleus, des rouges, qui ont été montés et numérotés sur place au Portugal, dans la carrière même ou aux alentours. En tout, il y en a pour 1000 tonnes. Pour vous donner une idée, vous voyez, du volume de cette œuvre. Tout ça a été redémonté pièce par pièce et transporté ici et remonté. Ouais, donc, vous voyez, c'est quand même une œuvre qui a demandé beaucoup de logistique. Et donc, j'imagine qu'il y a un prix de revient assez élevé. En tout cas, elle s'impose par sa masse. Et c'est vrai que c'est vraiment très beau, elle a une présence tout à fait indéniable avec toute cette gamme de couleurs qui se dégage de cet ensemble, qui est loin d'être massif, si vous voulez, finalement. Il a l'air d'être vraiment très, très, très vivant.
Ah, vous voyez justement au fond là, le village et la falaise de Saint-Séparade. Sainte-Séparade, ouais. Je m'en déferai jamais. Et voilà, et tout d'un coup, bon, surgissent au-dessus des vignes cette construction tout à fait étonnante, cette espèce de mikado là au départ, hein, qu'on voit comme ça d'assez loin, hein, au-dessus du vignoble. Bon, bien entendu, ceux qui ont l'œil reconnaissent assez rapidement la patte de Frank Gehry, hein, l'apôtre de la déconstruction. Vous connaissez tous le musée Guggenheim de Bilbao, qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Alors, c'est une œuvre qui est bien postérieure à Bilbao, mais qui est toujours marquée par ce souci chez Frank Gehry de déconstruire, puisque c'est le mot, hein, qu'on emploie souvent, c'est un des apôtres de la déconstruction des volumes géométriques classiques, et qui en donne donc une démonstration dans ce pavillon de musique qui est destiné, comme son nom l'indique, à accueillir des concerts pendant la belle saison plutôt, en été. Alors voilà, on se déplace, vous voyez, et progressivement on découvre la construction, qui a été conçue à un endroit assez précis où il était possible d'installer, comme vous le voyez au premier plan, des gradins qui sont installés sur la pente naturelle, donc une sorte de cuvette, voilà, qui a été utilisée. C'est un bon exemple de la manière dont les architectes qui sont venus sur ce domaine ont utilisé toutes les possibilités que le terrain, avec ses vallonnements, pouvait offrir à leurs travaux. Alors vous voyez qu'on a là un bâtiment qui a beaucoup d'allure quand on le regarde de ce point de vue, avec ses gradins au premier plan, et puis on pourrait dire sa salle de spectacle ici au milieu, où on devine que des musiciens peuvent se produire ici, tandis que des spectateurs sont installés sur les gradins de part et d'autre. Et le tout est recouvert par des panneaux de verre, vous voyez, qui laissent passer la lumière naturelle et qui en même temps la filtre et en laisse passer une partie, ce qui produit des jeux d'ombre et de lumière assez intéressants. Et en tout cas, toujours mobiles. Un peu plus loin, alors j'ai pas suivi un itinéraire précis pour vous présenter les œuvres, hein. J'ai regroupé dans un premier temps ce qui est de l'ordre de l'architecture, et puis dans un second temps ce qui est plutôt de l'ordre de la sculpture, vous voyez, par commodité. Alors, un peu plus haut dans le domaine, on trouve le pavillon d'exposition qui lui a été conçu par Renzo Piano. Bon, je pense que vous connaissez tous maintenant Renzo Piano, qui, je viens de voir, il a quand même 96 ans, le bonhomme, hein, toujours bon pied, bon oeil. Mais enfin bon, il faut vous dire qu'un de ces jours, on va le perdre quand même, hein, forcément. Donc il produit ses dernières œuvres. Donc profitez-en, si vous pouvez en voir encore. Mais enfin, tout le monde connaît Beaubourg, qui a été le point de départ de sa carrière internationale. Alors ici, il a construit un pavillon d'exposition qui mérite qu'on s'y arrête un peu, parce qu'il est vraiment tout à fait remarquable et tout à fait significatif de la manière de penser de Renzo Piano, qui réfléchit toujours à la manière d'inscrire son bâtiment dans l'environnement. C'est pas quelqu'un qui va poser sa patte, si vous voulez, n'importe où, n'importe comment, mais qui réfléchit toujours à la façon de contextualiser, si vous voulez, son bâtiment. Un peu comme Jean Nouvel de son côté. Alors, il a construit un pavillon d'exposition qui est semi-enterré, ou même presque quasiment enterré, ce qui fait que précisément il s'efface dans le paysage, et on y accède, vous voyez, par une longue rampe qui vous permet de descendre doucement jusqu'à un niveau à peu près moins 6 mètres, vous voyez, par rapport au sol naturel au-dessus. Voilà, alors là, quand j'ai pris les photos, il venait juste d'être construit cette année-là, et il y avait encore aux abords, vous voyez, on était encore en train de faire les finitions des abords du bâtiment. Vous voyez là, l'accès par cette rampe dont je viens de parler, avec une boîte de verre qui constitue en quelque sorte la galerie elle-même. Mais cette boîte de verre, elle est protégée par un voile qui vient par-dessus, vous voyez, qui est arrimé à ces sortes d'arcs, enfin si vous voulez, ces armatures ici, là, de part et d'autre, qui permettent de fixer un voile avec des matières synthétiques qui viennent donc atténuer, car un des problèmes, évidemment, de la lumière provençale, qui peut être très très crue, notamment en hiver,
plus qu'en été finalement. Et souvent en hiver, la lumière du midi est vraiment très dure. Je ne sais pas si vous, quand on visite Marseille ou des villes comme ça, sous le soleil d'hiver, c'est vraiment dur comme lumière. Et donc c'est un des problèmes posés pour les lieux d'exposition que d'arriver à tamiser, à jouer avec cette lumière-là, à composer avec en tout cas. Et voilà comment Renzo Piano a trouvé une solution en tendant ce voile. Voilà, vous voyez comment la galerie est enfoncée au niveau du sol et comment seule la superstructure, on pourrait dire, dépasse au niveau des vignes. Et voilà le système d'accroche du voile protecteur. Voilà un croquis de Renzo Piano qui montre la conception d'ensemble et la galerie elle-même ici, le niveau du sol, le voile et son système d'accroche et de protection. Voilà, exactement. Alors, vous voyez comment ce voile est constitué comme ça, de sortes de coques successives qui ont été conçues pour être en harmonie avec le rythme des vignes à côté. C'est-à-dire qu'on a exactement le même, regardez, sur une photo aérienne, vous voyez comment le bâtiment, d'une part, s'enfonce dans le vignoble lui-même et disparaît quasiment. Quand on le voit d'un peu loin, on devine à peine qu'il est là. Voilà vous voyez la longue descente qui permet d'accéder doucement au lieu d'exposition. Et si on a une autre vue aérienne, vous voyez comment le rythme de cette couverture s'harmonise avec le rythme créé par les vignobles de part et d'autre. Vous voyez, là c'est un bon exemple de comment Renzo Piano s'inscrit très concrètement, contextualise son bâtiment et s'efforce de se fondre dans le paysage, littéralement. Voilà maintenant une photo prise à la tombée du jour. Et puis, voilà un exemple. Alors, ce lieu va être... Il y a maintenant, en dehors de ce domaine, plusieurs lieux d'exposition. Il y a le centre d'art lui-même, qui est centre d'art, je dirais, pérenne, où il y a des œuvres pérennes qui sont là. Et puis, il y a divers lieux où l'on peut organiser des expositions. Je crois qu'en tout, il y en a 5, dont celui-ci. Alors, celui-ci, donc, la galerie de Renzo Piano, vous voyez, par exemple, ici, en 2018, a exposé des œuvres de Jean Prouvé. Et là, bon, c'est quand même aussi un clin d'œil entre Renzo Piano et Jean Prouvé. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque le jury qui a 1971, je crois, a décidé du lauréat du Centre Beaubourg, était présidé par Jean Prouvé. Jean Prouvé, bon, pour ceux qui ont suivi mes cours, j'ai fait un cours sur Jean Prouvé il y a quelques années. Bon, il est reconnu comme un des grands créateurs, constructeurs du XXe siècle, et il a fourni plein d'idées constructives à tout un tas de jeunes architectes, dont le jeune Renzo Piano. Renzo Piano a suivi les cours de Jean Prouvé dans les années 60 aux Arts et Métiers de Paris, où il enseignait. Donc il y a une reconnaissance, quelque sorte de Renzo Piano, envers un peu son père putatif, hein, son père spirituel, Jean Prouvé. Et là, donc on a donc organisé l'exposition hommage à Jean Prouvé, avec en particulier tout ce travail qu'il a fait sur l'architecture mobile, l'architecture que l'on pouvait monter et démonter, et qui pouvait permettre de faire face aux besoins urgents de logement de la population dans les années 50 en particulier, ou au lendemain de la Seconde Guerre. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Et voilà un deuxième endroit qui a été créé, et je l'ai placé exactement ici, parce que vous savez sans doute que les deux vainqueurs, les deux lauréats de Beaubourg, du concours de Beaubourg, c'était Renzo Piano et Richard Rogers. Hein. C'était un duo qui a gagné le concours, donc un Italien et un Anglais. Alors Richard Rogers est maintenant décédé, il est décédé il y a peu, en 2022, si je ne me trompe pas. Bon, il y a vraiment très peu de temps, mais c'est une de ses dernières œuvres. Il avait commencé à travailler en 2011-2012 à ce projet qui lui avait été proposé. On lui a proposé de
d'intervenir dans le domaine, et il a imaginé donc une galerie suspendue qui s'avance comme ça dans le vide, et qui est un objet architectural tout à fait saisissant, et vous le voyez, qui est dans l'axe du village en question au fond. Voilà un peu comment vous voyez, cette construction se lance dans le vide de façon très, très spectaculaire, et on retrouve les principes constructifs. Si vous regardez bien attentivement, vous voyez que la structure qui soutient l'ensemble est extérieure, c'est presque un exosquelette, on pourrait dire, et la galerie est donc constitue une sorte de tube à l'intérieur de cette structure métallique. C'est exactement les principes constructifs de Beaubourg, hein, une enveloppe constructive extérieure et apparente, et qui donc, comment dire, a été voulue comme particulièrement apparente, et à l'intérieur, un espace libre. Vous voyez le plan qui permet de mieux appréhender le côté audacieux quand même. Vous voyez, ça repose sur un seul pivot ici, hein, avec une pièce qui permet d'assurer les oscillations de l'ensemble, et un système de câbles qui permet de maintenir l'équilibre. Donc on est vraiment dans ce qu'on a appelé à l'époque l'architecture high-tech, hein, qui était un peu caractéristique de ces jeunes architectes des années 70 et 80. Et voilà, à l'intérieur, on a donc un lieu qui peut être consacré à des expositions. Ici, c'est une photo de nuit qui permet simplement de voir le volume intérieur. Et puis voilà une photo de jour avec, vous voyez, le paysage qui est cadré au bout et qui crée en soi une sensation particulière. Donc là encore, justement, en hommage, après son décès en 2022, le domaine a organisé une exposition hommage à Richard Rogers avec un certain nombre de documents qu'il avait produits, et en particulier des maquettes, vous voyez, des maquettes qui n'ont pas forcément été réalisées, mais enfin une exposition qui rendait compte un petit peu de son parcours architectural des années 80 aux années 2000. Et une des dernières pièces d'architecture qui a été construite à ce moment-là, c'est un pavillon du grand architecte brésilien Oscar Niemeyer, dont vous savez sans doute qu'il il s'est fait connaître dans le monde entier par Brasilia. Hein, c'est lui qui a conçu l'architecture spectaculaire des bâtiments officiels de Brasilia, le Parlement, le siège de la présidence, etc. Et donc, à la fin de sa vie, il a voulu en quelque sorte rendre hommage à la France qu'il a accueillie lorsque Niemeyer a été une cible privilégiée si j'ose dire, du gouvernement militaire des années 60-70 au Brésil, qui s'est installé après un coup d'État sanglant, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui donc a été menacé par ce régime militaire, cette dictature militaire, et donc la France, et en l'occurrence le Parti communiste français, parce qu'il avait des sympathies communistes, Niemeyer, l'a accueilli en France pour le protéger et lui fournir également des commandes. Le siège actuel du Parti communiste, hein, place du colonel Fabien à Paris, est une œuvre de Niemeyer. De même que la Maison de la Culture du Havre. Le Havre était à l'époque aussi une municipalité communiste, dans les années 70-80. Il a comme ça parsemé notre territoire de diverses réalisations. La France a assuré sa protection, et un petit peu en hommage à la France, il a proposé, vers la fin de sa vie aussi, c'est un projet qui a commencé à être dessiné dans les années 2010-2012 et qui finalement a été réalisé après sa mort, intervenue peu de temps auparavant. Et on y retrouve la patte de Niemeyer, la patte caractéristique, c'est-à-dire en particulier d'abord l'usage du béton blanc tout à fait caractéristique, également les formes courbes qu'il affectionnait particulièrement, vous les retrouvez ici, et vous voyez il y a deux parties dans ce pavillon, une partie d'exposition qui est ici où il y a de la lumière naturelle qui rentre par ces grandes baies en particulier, et puis ici il y a un auditorium de 80 places
donc de dimensions relativement modestes, bon, mais qui est à l'échelle du pavillon lui-même. Et le pavillon se prolonge à l'extérieur aujourd'hui par une petite pièce d'eau qui permet d'obtenir des reflets intéressants entre le ciel et les grandes parois courbes de Niemeyer. Voilà donc un ensemble. Donc je vous ai montré là les principales pièces d'architecture que vous pouvez voir sur place. Et bon, vous remarquez qu'il s'agit bien de stars mondiales de l'architecture qui sont ici montrées. Autre star mondiale aussi, encore un japonais qui aujourd'hui est très connu, puisqu'on prévoit même que c'est l'objet d'un litige, la reconstruction du siège du parc à Gavarnie. Donc il a été pressenti pour réaliser le nouveau siège à l'entrée du village de Gavarnie, mais vous savez peut-être aussi que cette proposition a été contestée et pour l'instant on en est encore dans la phase de discussion. En tout cas, Kengo Kuma est très connu en France où il a réalisé beaucoup de choses, notamment le siège du FRAC, du Fonds régional d'art contemporain à Marseille, par exemple, ce qui me revient à l'esprit là maintenant. Mais ici, ce n'est pas une architecture, c'est justement ces réalisations qui sont à mi-chemin entre l'architecture et la sculpture, mais qui sont des constructions, en quelque sorte d'installations de grande taille, mais des installations pérennes, puisque là, c'est construit à demeure, et qui sont en bois. Kengo Kuma est un adepte du bois, il utilise beaucoup dans ses constructions. C'est aussi un peu la tradition japonaise du bois qui est là présente. Et là, il a donc élaboré un ensemble qui s'appelle Komorebi. Alors Komorebi, je ne me rappelle plus très bien, ça se précise. Attendez, je vais le retrouver. Komorebi, oui, ça veut dire en japonais la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles d'un arbre. C'est en fait une expression qui désigne la lumière qui filtre à travers les arbres. Donc voilà, c'est par référence à ça qu'il a conçu cette sculpture, architecture, qui est en bois entièrement, vous la voyez, qui semble comme ça envelopper le passant qui passe à proximité. Autre construction un peu qu'on peut rapprocher, c'est celle de Andy Goldsworthy. Vous connaissez Andy Goldsworthy? Oui, certains d'entre vous, c'est un des grands noms de ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire les artistes qui ont décidé de sortir du musée et d'aller aménager, concevoir des œuvres dans la nature, dans l'espace naturel, en utilisant si possible des matériaux, des roches, des cailloux, des galets, du sable, mais aussi des matériaux végétaux pris dans l'environnement immédiat et qui sont donc destinés à constituer des œuvres qui ne sont pas forcément permanentes. Et puis elles sont de toute façon évolutives. C'est le cas en particulier pour Andy Goldsworthy qui lui utilise spécifiquement, bien souvent, des feuilles, des brindilles, vous voyez, des choses très très légères et très fugaces qu'il assemble et qui n'existent finalement que le temps où il assemble. Et dès qu'il a tourné le dos, l'œuvre évolue et peut très bien disparaître dans les minutes ou les heures qui suivent. Et parfois, il utilise même la météo, c'est-à-dire qu'il construit quelque chose quand il fait froid et que ça gèle, donc il utilise l'eau transformée en glace pour maintenir en place son assemblage végétal, par exemple, et puis tout ça disparaît dès que, évidemment, la température monte et que la glace fond. Donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans le fugitif, dans l'éphémère, et qui cueille en permanence les matériaux dans l'environnement immédiat. Dans le cas ici de son Oak Room, c'est pas le cas, parce qu'il a pris comme le nom l'indique, il s'agit de chênes
qui n'ont pas pu être pris évidemment dans le vignoble qui l'entourait. Donc c'est des pièces de bois qui ont été prises dans des forêts de Provence ou des Alpes, je ne sais pas exactement, mais enfin, il n'a pas fait venir non plus des pièces de très très loin, mais enfin, il a dû s'approvisionner dans la région. Et il a dépouillé ses troncs ou ses branches de leur écorce, et il les a assemblés pour former une sorte de grande hutte dans laquelle on pénètre par, vous voyez, un escalier qui est donc directement exposé au soleil, et vous rentrez brutalement dans cette hutte, vous êtes dans cette antre, on pourrait employer le mot, et vous avez d'abord du mal à vous adapter à l'obscurité totale, qui règne, quasi totale, qui règne à l'intérieur et qui vous permet peu à peu de discerner comment cette sorte d'igloo, on pourrait dire, a été construit en bois, assemblé, vous voyez, par tranche horizontale, comme ça, avec les plus grosses pièces en bas, et puis évidemment, ça devient plus léger vers le haut. Vous voyez comment peu à peu, vers le haut de cette construction, on a affaire à des petites branches légères. Voilà Andy Galworthy. Et puis on peut rapprocher ce type de construction de quelque chose qui est pas tout à côté de l'antre, là, hein. C'est vraiment à un autre endroit, mais je crois que c'est assez proche dans l'esprit finalement, parce qu'il s'agit de pierres de schiste de différentes couleurs qui ont été cueillies, ramassées, pas cueillies, qui ont été pris en Irlande. Et donc vous voyez le nom de l'œuvre, Donegal, hein, c'est une province d'Irlande, le Donegal. Et effectivement, quand on est devant ce pont qui est en pleine Provence, on a vraiment l'impression d'être devant un endroit qui n'a rien à voir. Vous voyez comment le paysage a l'air d'être d'une autre région que la Provence. Ce n'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de la Provence, c'est plutôt l'image d'un pays comme l'Armorique ou vous voyez, un pays celtique un petit peu. Voilà l'esprit de cette œuvre, avec donc des pièces de schiste de différentes couleurs. Alors, autre type de réalisation, c'est celle d'un Brésilien qui s'appelle Tunga, qui baptise ses œuvres, il y a comme ça 4, je crois, 3 ou 4 en tout cas, portiques, on pourrait dire, portiques de pierre, qui sont, eux, des matériaux locaux, puisqu'il s'agit de pierres de Rogne. Rogne est une localité à une vingtaine de kilomètres de là. Et donc, elles ont été extraites d'une carrière locale. Il a construit cette sorte de portique à laquelle il accroche des pièces tout à fait étranges, comme par exemple ici, vous voyez, une énorme pièce de quartz venue d'Amazonie. Puis les Brésiliens, il a fait venir d'Amazonie cette pièce ce morceau de quartz gigantesque pour l'accrocher à ce portique et créer un effet assez étonnant avec, vous voyez, un balancier hein, en métal ici, une sorte de balancier. Donc il y a tout un jeu d'équilibre dans ce portique qui se joue et qui est un peu mystérieux. Voilà les deux autres qu'on voit à côté, avec ici, là c'est du cristal de Bohême qui a été ici accroché. Et là il s'agit de pierres magnétiques venues de Chine, paraît-il, ces pierres noires, vous voyez, qui ont été assemblées. Bon, oui, tout ça obéit à... Et là encore, on retrouve des pièces de quartz insérées dans ce filet. Bon, là, il s'agit d'une démarche tout à fait particulière d'un artiste qui évolue dans un univers où il est question des forces de la nature, mais il y a quelque chose d'un peu mystique, un petit peu, dans sa réalisation, probablement. En tout cas, par elles-mêmes, elles en imposent. Ce sont des œuvres qui sont intéressantes à regarder, même si on ne saisit pas l'entièreté du message que l'artiste a voulu diffuser. Et puis, peut-être plus connu par vous, l'artiste américain Richard Serra, un sculpteur, on pourrait le classer dans la catégorie sculpteur, même si ces sculptures sont assez particulières, puisque la plupart du temps, il s'agit de grandes pièces métalliques
comme la plus gigantesque d'entre elles que vous avez à Bilbao. Quand vous rentrez dans le musée Guggenheim, vous avez une salle gigantesque où a été installée une pièce métallique en forme un peu de labyrinthe courbe de Richard Serra, qui est tellement lourde qu'il a fallu l'installer avant de construire le musée, quoi. C'est-à-dire on a fait venir, lorsqu'on a commencé à poser les bases du musée, on a fait venir les pièces de Richard Serra qui sont fabriquées notamment dans cet acier qui est très prisé par les architectes aujourd'hui et par les sculpteurs aussi, qui est l'acier Corten. Et donc cet acier a été fabriqué au Pays Basque. Vous savez que le Pays Basque a une tradition quand même métallurgique très puissante, très forte. Ils ont été fabriqués sur place et transportés au début de la construction du musée, parce que sinon on n'aurait pas pu les faire entrer plus tard. Une fois le musée construit, ce n'était pas possible. Vous les connaissez, je suppose. Et on y circule à l'intérieur et ça procure un effet assez étrange avec des vibrations particulières qui sont recherchées par l'artiste. Alors Richard Serra, bon, produit régulièrement des pièces comme ça, et ici il s'est lancé un petit peu dans le land art aussi, on pourrait dire. Ici, en voilà une autre ici. Elles ne sont pas faciles à voir parce qu'elles sont justement conçues pour se mêler à la végétation existante. En tout cas, elles sont comme plantées, fichées dans le versant du coteau. Le voilà de plus près, en voilà une de plus près, vous voyez, qui fait chacune de ces pièces, pour vous donner une idée, fait à peu près une vingtaine de tonnes. Hein. Donc ce n'est pas des petits objets, c'est vraiment des objets vraiment de très grande dimension qui produisent un effet assez intéressant à l'intérieur de ce beau paysage de sous-bois méditerranéen. Autre pièce d'un artiste britannique, je crois, qui est en fait c'est un peu comme une pièce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait dans les années 70 les pénétrables, c'est-à-dire les œuvres où le spectateur était invité à circuler, à pénétrer, et non pas à rester autour, à contempler. C'est une œuvre où le spectateur était invité à participer, à créer lui-même un effet particulier. Parce que l'œuvre est constituée de sortes de grilles mobiles qui circulent sur des rails et que vous pouvez déplacer à volonté. Donc vous créez, à partir de la proposition initiale de l'artiste, chaque visiteur est invité lui-même à participer à une création personnelle. Voilà un peu aussi l'esprit de beaucoup d'artistes d'aujourd'hui qui essaient d'intégrer en quelque sorte le spectateur dans leur propre démarche et de rompre justement avec le schéma rigide regardeur et artiste. Voilà une autre vue, vous voyez, et vous pouvez imaginer un dispositif différent selon les passages des personnes. Toujours Tadao Ando, l'architecte fétiche, qui ici nous propose une version de la tradition japonaise de l'origami. Vous savez que l'origami, c'est la technique de pliage et de découpage propre aux Japonais, qui donne des choses tout à fait extraordinaires. Et là, donc, c'est un origami en métal et en béton, qui est en même temps avec un banc, qui a été conçu pour être un moment de repos dans cette pérégrination, en quelque sorte. Car, bon, il faut quand même dire qu'au bout de 2 heures, on commence à en avoir un peu plein les pattes, hein, parce que ça monte, ça descend, il peut faire chaud. Bon, bref, c'est bien d'avoir des endroits où se reposer, comme ça, et où on a des points de vue que l'artiste a choisi pour vous reposer un petit peu à certains moments. Le même Tadao Ando, vous voyez qu'il est vraiment très présent dans ce lieu, a conçu un pavillon particulier en bois, également dans la tradition japonaise de l'architecture en bois, qui, vous savez, est très présente hein, dans l'architecture vernaculaire japonaise, avec en particulier des panneaux coulissants qui permettent de moduler les espaces intérieurs de l'habitat. Alors ici, c'est un pavillon en bois, donc d'épicéa, je crois, et à l'intérieur, il nous propose 4 cubes pour contempler notre environnement. 4 cubes dans lesquels vous êtes invité, devant lesquels vous êtes invité à méditer sur
le destin de la Terre finalement aujourd'hui, et de l'environnement terrestre, de l'environnement de la planète Terre, avec un cube où il y a de l'eau, donc à propos de qu'est-ce qu'il advient de l'eau aujourd'hui sur la Terre, l'eau des océans, l'eau des fleuves, l'eau des lacs, l'eau des glaciers. Il y a un cube d'air où il y a du gaz carbonique, donc, qui nous invite à réfléchir à ce qui se passe dans l'atmosphère. Le troisième, j'ai oublié. Et puis, si, le troisième, voilà. Le troisième, c'est des ordures, des déchets, des déchets compressés, vous voyez. Donc, le problème de la gestion des déchets. Et puis, il y a un quatrième cube qui est vide, et qui est donc une sorte d'interrogation. Qu'allez-vous faire de tout ça, quoi, en quelque sorte. Tadao Ando nous invite donc, dans ce lieu, à réfléchir un petit peu au-delà de l'immédiat et à envisager ce que peut être le sort de la planète et de l'humanité. Vous voyez également, ici en hauteur, sous le plafond, un ray de lumière, vous voyez, qui est aussi assez caractéristique de ces réalisations. C'est quelqu'un qui joue très, très subtilement, très savamment avec les entrées de lumière, et on va en avoir une preuve dans une autre œuvre, un peu plus haut, que voici. On continue à monter, et on arrive là, on peut dire qu'on arrive à peu près tout à fait en haut du domaine, et donc là, il y a une autre œuvre de Tadao Ando. En fait, il y avait une chapelle qui était en ruine, là, une chapelle ancienne qui était multiséculaire, qui, paraît-il, avait servi aussi, à certains moments, comme dans les itinéraires des pèlerins, vous voyez, vers Saint-Jacques. Bon, peu importe. En tout cas, c'était une petite chapelle rurale qui était très largement à l'abandon et en très mauvais état, et que Tadao Ando a entrepris de restaurer en l'entourant. Il y avait aussi dans ce paysage de restac, comme on l'appelle, je crois, dans le Midi, c'est-à-dire de terrasses, hein, qui sont plus ou moins cultivées. Il y avait une aire de battage du blé qui a été intégrée à l'œuvre. Donc il y a à la fois l'ancienne chapelle, l'ancienne aire de battage et un espace à côté de la chapelle ici, qui est occupé par le sculpteur Jean-Michel Ottoniel. Alors voilà l'ensemble qui a été réalisé et qui est vraiment très très beau, très agréable, avec la chapelle entourée par son armature de bois, et qui, à l'intérieur, vous voyez ce que je vous disais à propos du travail sur la lumière de Tadao Ando, vous avez deux entrées de lumière qui ont été ménagées finalement. L'une, ici il a installé, vous voyez, une toiture, on devine qu'elle est une petite dalle de béton, vous voyez, légère. Et entre la dalle de béton et les anciens murs qui ont été restaurés, il y a une mince entrée de lumière, vous voyez, qui crée un effet particulier, une entrée de lumière très douce qui vient du haut. Et puis il y a une autre entrée de lumière qui vient de derrière l'autel, un autel qui n'existait plus, mais qu'on a un peu recréé, avec une entrée de lumière ici, qui crée un autre effet que l'on devine, vous voyez, là. Hein. Donc, lorsqu'on pénètre dans ce petit, c'est tout petit, hein, c'est grand comme d'ici au mur, là, en gros, c'est ça. Vous voyez. Donc c'est tout petit, mais on se sent très bien dans cette chapelle, vraiment. On a envie de s'y installer et de se laisser gagner par cette atmosphère un peu mystérieuse, cette lumière très douce, vous voyez. C'est vraiment très, très, très suggestif comme sensation. Et puis à côté, nous avons le travail de Jean-Michel Ottoniel, qui est aujourd'hui un sculpteur très connu. Vous le connaissez? Certains, oui. Il est connu en particulier pour son travail sur le verre. Il travaille depuis une vingtaine d'années. Il est originaire de Saint-Étienne et il s'est formé là-bas, je crois, aux Beaux-Arts, etc. Et puis, finalement, il a tâté de plusieurs matériaux jusqu'à s'orienter de façon presque exclusive depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années sur le verre, et en particulier du verre de Murano, qui travaille et qui est coloré donc, et qui a de multiples déclinaisons. En ce moment,
je ne l'ai pas vu, hein, mais en ce moment, il y a une expo de lui au musée Ingres de Montauban. Donc, si vous passez par Montauban, un de ces quatre, vous pouvez vous arrêter au musée Ingres et vous aurez des œuvres de Jean-Michel Ottoniel dans la partie basse du musée. C'est des pavés de verre noirs, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Ici, on est dans le rouge, dans un rouge qui peut être aussi le rouge de l'Eucharistie, parce qu'on est dans un lieu, bon, c'est pas un lieu sacré, mais c'est un lieu où souffle l'esprit, on pourrait dire. Hein. Donc, il y a une chapelle, il y a une croix qui est rouge, beau rouge, donc un peu cramoisi, que la photo a du mal à rendre. Il faut le voir sur place pour se rendre compte de toutes les nuances de cette couleur, qui évidemment change également selon qu'elle reçoit ou pas la lumière du soleil. Et tout autour est aménagé une sorte d'espace un peu, je dirais un peu à la japonaise. Là encore, on retrouve l'esprit japonais, vous voyez, avec hein, ces dessins dans les sables ou les pierres que constituent souvent les jardins traditionnels japonais. Voilà, donc on a vraiment, je trouve, là, dans cet endroit, un beau travail et une collaboration entre deux artistes de grande qualité qui nous offrent donc vraiment une œuvre qui mérite le détour pour le coup. Hein, et bon, là, on a su un peu pour y monter, mais on est récompensé en quelque sorte. Et alors là, une œuvre tout à fait différente. Hein, ailleurs, sous un couvert végétal, on découvre un peu par hasard aussi, c'est pas évident de trouver, une œuvre de Sophie Calle, artiste française, qui est d'abord une photographe, mais bon, une photographe un peu conceptuelle, et en tout cas qui se met la plupart du temps qui se met en scène à travers des dispositifs où elle est un peu au cœur de la démarche. Ça peut être tout à fait étonnant comme démarche. En tout cas, elle est très connue par ce travail-là. Et ici, elle nous propose précisément une pièce tout à fait particulière, vous voyez, où il est écrit, comme sur une pierre tombale, ici reposent les secrets des promeneurs. Et vous êtes invité, dans une urne qui est à côté, à glisser dans ce lieu, dans cette boîte un peu secrète, vos secrets. Voilà, donc vous voyez comment hein, cet artiste joue avec le promeneur ou le visiteur en l'invitant à participer à l'œuvre qu'elle lui propose. Oui. Et nous arrivons vers une autre pièce assez étonnante, très très belle aussi, qui a l'air d'être une sorte de soucoupe volante, vous voyez, en lévitation. Elle n'est pas vraiment en lévitation, elle n'est pas accrochée quelque part, elle repose sur un pied, qu'on devine là, vous voyez, mais elle est conçue de telle manière que lorsqu'on est à une certaine position, on le devine à peine. Et on a vraiment l'impression que, comme dans un film de science-fiction, apparaît comme ça un disque lumineux qui reflète le ciel. Ça n'a pas été placé n'importe où, là encore. Hein. L'artiste a tenu compte des arbres. Il y a des beaux chênes autour et qui se reflètent en permanence sur cette sorte d'objet en acier inoxydable, en gros, je crois que c'est. Et vous voyez donc, vous imaginez les jeux du ciel, des nuages, des arbres, surtout quand ils sont battus par le Mistral, comme il souffle souvent dans la région. Ça s'appelle The Drop. Voilà, vous voyez, de plus près avec les reflets tout à fait suggestifs de l'environnement végétal et cosmique, on pourrait dire, presque, de cette pièce. Voilà, et pour finir, je vous indiquais que, outre les œuvres pérennes, dont je vous ai montré quelques-unes, là, parce que là, je vous ai montré les principales pièces construites, mais pas tout, et puis quelques exemples d'architecture, de sculpture, ou d'œuvres assez faciles à repérer, mais il y en a bien d'autres. Hein. Mais je n'ai pas tout vu. Il est difficile à une seule visite de tout voir. En tout cas, voilà, il y a aussi des expositions temporaires. Chaque année,
une ou deux expositions sont consacrées ou à un artiste ou à un courant particulier. Alors ici, voilà, à l'époque où moi j'y suis passé, il y avait donc cette pièce de Daniel Buren qui était dans la partie à côté du centre d'art, au départ de la promenade, dans les anciens bâtiments que vous voyez derrière, qui étaient des bâtiments qui existaient de longue date, qui étaient le cœur de l'exploitation viticole, et qui sont aujourd'hui plutôt reconvertis en bureaux, ou il y a un restaurant aussi, avec une terrasse, et puis il y a aussi une galerie d'exposition à l'intérieur de ces bâtiments. Et là, donc, Daniel Buren nous avait proposé une pose colorée qui a été là en place pendant toute l'année, vous voyez, 2016-2017, constituée de panneaux de diverses couleurs agencés de manière à constituer une sorte de passage entre deux ce qu'il appelle des cabanes. À un moment donné, il y a eu Daniel Buren a eu une période des cabanes construites et des cabanes éclatées, qu'il a exposé un peu partout dans le monde, et en voilà un exemple de cette époque-là. Autre exemple, voilà de plus près, et autre exemple, à l'époque où j'y suis passé, il y avait donc une exposition de Giuseppe Pennone qui allait s'installer dans la galerie de Renzo Piano. Vous voyez, c'est au moment où j'y suis passé, il préparait cette exposition, et il y avait déjà à l'extérieur plusieurs pièces caractéristiques de son œuvre. Giuseppe Pennone est un de ces artistes qu'on a classés dans les années 60-70 dans ce qu'on appelle donc l'arte povera. C'est le nom qu'un critique d'art italien a donné à ce groupement d'artistes qui opérait à ce moment-là. Dans ces années 60-70, on a beaucoup remis en question les représentations traditionnelles, les matériaux traditionnels qu'utilisaient les artistes. Ils ont été baptisés d'arte povera, c'est-à-dire littéralement d'art pauvre, parce que leur propos était d'utiliser précisément des matériaux pauvres, c'est-à-dire des matériaux qui n'étaient pas forcément les matériaux classiques de la sculpture ou de la peinture. Donc qui étaient des matériaux souvent de récupération, détournés de leur usage et intégrés dans des réalisations comme par exemple parmi les plus célèbres, il y a celle de Mario Merz, qui sont des igloos, forme d'igloo, ils appelaient ça des igloos, avec des matériaux de récupération, et qui étaient donc très à la mode à ce moment-là, dans ce courant. Là, vous voyez donc Giuseppe Pennone avec une sorte d'arbre, mais on voit bien que c'est un arbre, c'est pas un arbre naturel, enfin, c'est pas un arbre vivant, en tout cas, et avec donc cette pierre qui est placée là, de manière assez étonnante, un peu dans un esprit un petit peu surréaliste. Ça aussi, ce sont des pierres qui ont été posées par lui, vous voyez, pour jalonner un itinéraire à l'intérieur du domaine. Et puis, à proximité, une sorte de marbre de Carrare. Alors là, c'est pas un matériau pauvre, en l'occurrence, mais bon, détourné, où il utilise les veines naturelles de la pierre pour faire une sorte de pseudo-sculpture, en quelque sorte. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette présentation de ce lieu. Et puis, merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.